Bonjour Eric, bonjour Damien. Nous sommes ici aujourd'hui pour répondre à la question du Scrum Master est-il important aujourd'hui dans nos entreprises en 2026. Mais tout d'abord, on va se présenter. Donc moi, c'est Sandrine Zuc, je suis coach agile et PO à Softeam. Et toi Eric? Moi, c'est Eric Prado, je suis Scrum Master et coach agile chez Softeam. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans l'IT et un peu plus de 10 ans que je suis dans des métiers de pur agiliste. Donc ça, moi, je préciserai pas depuis le nombre d'années puisque je suis trop jeune. Donc du coup, avec Eric, on appartient à la cellule agile de Softeam. Softeam, c'est le cabinet de conseil de DocaPost. Donc on est en France, Paris, Nantes, Rennes, Sofia et Bordeaux. Ce qui est important pour nous, c'est d'aider nos clients à faire des choix organisationnels et technologiques en s'appuyant sur le numérique responsable et de confiance. Donc, au sein de cette cellule, on participe à des événements et on fait des événements agiles. Et c'est pour ça qu'on adore se re-questionner. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec notre métier de consulting, on essaye d'être au plus proche de nos clients et de leurs enjeux. Et il est né sur ces diverses conversations et ces divers événements la question justement sur ce Scrum Mastering. On va essayer d'y répondre avec toi, Damien. Oui, bonjour Sandrine. Bonjour Eric. Donc je m'appelle Damien Touzeau, je travaille à la BGPN, à la Poste, donc à la branche grand public et numérique. Pour donner un peu de contexte, c'est la branche qui développe les outils qui sont utilisés en bureau de poste et dans les points de présence postaux, donc les buralistes et les mairies par exemple, ainsi que les outils qui sont utilisés par tous les clients français, la Poste.fr, l'identité numérique, Digipost. Donc on développe des outils sur 4 canaux différents. Donc il y a le web, le mobile, que ce soit pour les clients ou pour du coup nos internes qui utilisent nos outils, les postes de travail et les automates que vous trouvez en bureau de poste. Pour ce qui concerne l'agilité, la BGPN est en transformation SAFe depuis 2021. Donc c'est une transformation qui a été impulsée par la DSI tout d'abord, et on en rentre dans une seconde étape. Aujourd'hui, on a un métier qui commence à prendre son poids dans cette transformation, et donc où on va chercher à faire des ajustements organisationnels autour de ce sujet. Et donc aujourd'hui, on est rendu dans un état où on a 7 trains SAFe qui sont lancés, 4 gros trains dans ces 7-là, et 850 personnes en tout qui sont embarquées dans cette transformation. Voilà. Effectivement. Et bah, du coup, aujourd'hui, on est là pour se poser la question sur le Scrum Master. Et la première question qu'on se pose, c'est quoi un Scrum Master? Donc nous, dans notre vision Softeam, on se dit c'est un être humain d'abord. Et on sait que sa biologie est complexe. Et bien, ça tombe bien à ce que l'agilité, ça ne vit que dans un monde complexe. On va essayer de se rattacher à des choses un peu plus claires. Eric, tu nous donnes des définitions? Oui, alors je prends mes notes parce que je n'ai pas une mémoire parfaite pour ça. Donc, à l'origine, le terme Scrum Master n'a de sens que dans le cadre de travail Scrum. Donc, on va partir de la définition. Le Scrum Master est redevable de la mise en place de Scrum tel que défini dans le guide Scrum. Les termes sont importants. Pour ce faire, il doit aider tout à chacun, l'équipe et l'organisation, à comprendre la théorie et la pratique de Scrum. Il est redevable de l'efficacité de l'équipe et il permet à l'équipe d'améliorer ses pratiques en suivant le cadre de travail Scrum. Il y a aussi la définition côté safe, puisque là on est dans un cadre où on parle entre autres de safe. Et c'est important de voir les deux, puisqu'on voit tout de suite les différences qui vont apparaître. Donc dans un cadre safe, on appelle ça un safe Scrum Master ou un team coach. Et il est un leader, un servant leader pour être exact, et un coach pour l'équipe. Et il est là pour faciliter les événements et les process en soutien à l'équipe au sein d'un train safe. Ce qui est intéressant là, en termes de différence, c'est qu'on voit que dans un cadre, il est là pour soutenir l'équipe et l'aider à s'améliorer dans ses process. Donc c'est plutôt le cadre Scrum, alors que dans le cadre Safe, il est là pour faire vivre l'équipe. Et donc typiquement, il va animer les ateliers et les événements, ce qui n'est pas le cas forcément dans un cadre plus Scrum. Damien, vous avez les deux, vous, à la BGPN? Oui, tout n'est pas safe du coup à la BGPN. Il y a des périmètres agiles plus autonomes qui utilisent le Scrum, qui peuvent utiliser également du Kanban. Ce qu'on va voir, c'est que en fait, le métier de Scrum est un peu différent en fonction des personnes qui le réalisent, même si on attend peut-être des choses un peu particulières en fonction de la méthode que l'on applique. Toujours est-il qu'on cherche à avoir des gens qui sont câblés humains et qui sont aussi câblés sur l'efficacité opérationnelle des équipes. Merci. Du coup, on a récupéré quelques chiffres et le premier chiffre, c'est l'adoption. C'est 71% des organisations utilisent l'agilité dans leur cycle de développement logiciel avec 63% pour une préférence pour Scrum.
Qu'est-ce que tu en penses, Damien? Alors, c'est un chiffre qui ne m'étonne pas. Je m'attendrais presque même à avoir à plus parce que, alors, je vais parler de Safe parce qu'il y a quand même des éléments qui sont hyper intéressants dedans. On décrit un monde VUCA, voire même banni maintenant, avec toute la complexité du monde, avec beaucoup de changements. On voit une révolution technologique qui arrive, il y a l'intelligence artificielle en ce moment. Ça mène beaucoup de changements. Les usages vont du coup évoluer. Nos clients nous attendent peut-être à des endroits différents. Et on a vu que dans les dernières évolutions du monde, il y a 10, 15, 20 ans, il y a certaines grosses boîtes qu'on pensait beaucoup trop grosses pour disparaître, ont fini par disparaître. Donc, c'est normal que dans le monde du numérique où on va très très vite, on doit mettre en place des pratiques plus agiles que le cycle en V pour pouvoir sortir de cet effet tunnel, de ce monde où on essaye de tout cadrer, tout contrôler pour sortir la bonne chose. Parce qu'en fait, si on fait ça, on va arriver trop tard, on va rater le coche. Et il y a une start-up ou deux qui vont nous griller la priorité et on sera un peu le bec dans l'eau. Enfin, là, je parle d'une vision un peu grand groupe. Donc ça ne m'étonne pas qu'on aille vers l'agilité. Et ça ne m'étonne pas vraiment non plus que l'on privilégie des frameworks assez légers. Le cadre Scrum, voilà, il est assez prédictif avec quelques dizaines de pages où on explique clairement quel est le rôle de tout un chacun. Et donc, c'est une porte d'entrée relativement simple en fait pour les gens qui ne connaissent pas complètement. Eh ben, c'est rassurant d'avoir un cadre qui est assez défini. Et donc, ça ne me surprend pas que ce soit Scrum qui aille naturellement. Et après, on voit sur l'application si c'est toujours bien appliqué stricto sensu. Mais en tout cas, d'un point de vue le proposer à une organisation qui ne connaît pas, c'est un gage de cadre opérationnel presque à mettre en place facilement. Et toi, Eric? Alors, je suis complètement aligné. Il y a vraiment cette idée que c'est le plus répandu, mais il y a aussi beaucoup de... Alors, je cherche mes mots, pardon. C'est vraiment cette idée que dans pas mal d'environnements, agilité égale Scrum, Scrum égale agilité. Et donc, il y a le terme méconnaissance n'est pas vraiment adapté, mais il y a un mélange entre ce qu'on pourrait vraiment obtenir de Scrum dans la manière dont il est appliqué. On demande à un Scrum Master qu'on pourrait demander à un agiliste, un chef de projet agile, comme on peut voir dans certains environnements. Voilà, Scrum Master au sens large, et on n'a pas forcément toute la définition qui va avec et tout le pouvoir qu'on a avec. Ça arrive régulièrement d'arriver en clientèle où on demande un Scrum Master, et arriver sur place, on se rend compte que les équipes ne sont pas du tout sur des tailles adaptées pour du Scrum. Soit elles sont trop grosses, soit elles sont trop petites. Où il y a des attendus sur des métriques qui ne sont pas du tout agiles. Et donc, il y a une incompréhension. Et je pense qu'il y a clairement quelque chose à creuser sur, pas tant dire vous trompez sur l'utilisation d'un Scrum Master, mais pousser plus loin l'utilisation du Scrum Master pour en obtenir plus, pour obtenir des résultats plus intéressants pour les équipes. Est-ce que ça serait un effet de mode? Parce que généralement, on nous demande de venir d'installer du Scrum et en fait, on arrive, ils sont deux. Déjà, on est là. C'est compliqué. Mais est-ce que ça aurait une idée d'effet de mode, Damien? Alors, ouais, je pense qu'il y a un effet de mode, comme j'ai donné tout à l'heure. C'est vraiment, on sait qu'on doit accélérer, on doit répondre plus rapidement aux besoins et on a besoin de l'agilité. Et en effet, Scrum, c'est un peu l'effet cercle vertueux pour Scrum. C'est plus c'est visible, plus c'est utilisé, plus on a envie d'utiliser parce que ça nous rassure. Oui, complètement. Il y a vraiment cet effet de mode qui est aussi quand même en train un peu de passer, parce que ça a été vu un peu comme une solution magique dans certains cas, et ça allait tout régler. Et je crois que c'est l'expression américaine, la balle argentée, la silver bullet. Bah non, dans les faits, ça marche pas. C'est plutôt des cadres qui vont faire apparaître les difficultés, les rendre visibles pour pouvoir les corriger. Si je reprends l'exemple, j'étais arrivé dans un environnement où il y avait des équipes qui étaient entre 2 et 4 développeurs, et ils se retrouvaient où on exigeait d'eux, par exemple, de faire un daily. Et un Scrum Master qui a une bonne compréhension du cadre, donc le daily, une réunion tous les jours, mais quand vous êtes deux et que vous travaillez toute la journée ensemble, faire une réunion de 15 minutes pour se dire, pour se mettre au niveau et se dire ok, j'ai fait ça hier, ou voilà mes problèmes, bah, quand vous êtes parlé toute la journée, c'est pas intéressant. Donc typiquement dans cet exemple-là, on a cassé le cadre parce que c'était le besoin de l'équipe, pour dire bah, en fait vous n'avez pas besoin de daily, vous avez besoin d'un point avec le PO pour que le PO comprenne où on en est. Est-ce qu'il y a besoin de faire ça tous les jours? Ils ont testé, puis à un moment, ils se sont rendus compte qu'un point toutes les semaines ou 2 fois par semaine en fonction du cadre, ça leur convenait. Et ça leur convenait à eux. Et c'était pas trahir le cadre agile que de faire ça, puisque justement, c'était ce qui leur fonctionnait pour eux. Merci, Eric. Mais alors, du coup, si on passe sur les freins,
47% des organisations mentionnent une résistance au changement et 38% un manque de soutien managérial comme obstacle majeur à l'adoption. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le changement, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à appréhender, hein. On va changer du mode confort que l'on a, même si le confort n'est pas agréable, on reste dans le confort. Et du coup, effectivement, il est important pour nous de mettre un cadre sécuritaire quand on accompagne les équipes et d'aller sur les 3 phases de transition, qui est le renoncement justement de la situation que l'on quitte, le rythme de transition pour s'habituer, les doutes de l'humain, etc. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que ça va y aller? Et l'intégration de cela. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric? C'est une vaste question. Je vais tenir un peu mieux mon micro. Ce qui est important quand on prend Scrum, si on reprend Scrum à la base, c'est un cadre de travail, c'est pas une méthode. Et donc la notion de cadre de travail, c'est de créer des limites ou des bordures à l'équipe dans laquelle elle peut être le plus efficace dans son travail. Dans la majorité des environnements où on peut se retrouver en mission, en fait, ces limites ne sont jamais claires. On ne sait jamais si la décision appartient à l'équipe, si pour un autre type de décision, ça appartient au manager ou encore au manager du manager. Tout l'intérêt de ce genre d'outils, que ce soit Kanban, Scrum, Safe, c'est justement de rendre ces limites claires pour faciliter le travail de tout le monde. Et faciliter le travail, pas que de l'équipe, aussi faciliter le travail du manager. Et donc, je réfléchis, par exemple, je me souviens d'un environnement où l'équipe ne savait jamais s'ils avaient le droit de prendre une décision. Et quand je dis droit de prendre une décision, c'est de dire un ticket est terminé, on peut partir en prod. C'était vraiment, ça allait très loin. Et donc tout le travail, ça a été justement de définir ces limites. Là, on a, dans cet exemple-là, ça a été d'abord au niveau de l'équipe, pour lui comprendre où est-ce qu'elle pouvait jouer, et après de les rendre visibles auprès du management, et lui faire comprendre aussi ce qu'il lui pouvait en tirer. Un exemple classique, vraiment tiré de cette équipe, ils avaient une réunion d'1 heure par semaine avec le manager, et l'équipe ne trouvait pas d'utilité à cette réunion, en fait. Et en posant le cadre, en leur faisant comprendre qu'ils étaient aussi décideurs de comment ils pouvaient travailler, ils ont remis en cause cette réunion et ils ont pu discuter avec leur manager sur « Ok, mais quelle est l'utilité tu en as pour nous ?» Je ne suis pas très clair dans mes propos, mais ils ont itéré, ils ont essayé, et à la fin, de mémoire, ils avaient fait une réunion, au lieu d'une réunion par semaine, c'était une demi-heure toutes les 2 semaines, et tout le monde était satisfait à la fin. Vraiment, c'est cette idée de poser le cadre, et ça va faciliter autant pour l'équipe que pour le manager, si je reviens à la question d'origine. Et toi, Damien? J'appuie les propos du coup d'Eric, hein. C'est vrai que c'est pas forcément évident de se challenger sur ces cadres quand on vient d'un monde cycle en V où le manager est quand même responsable de l'équipe, où il définit l'organisation de cette dernière et qui se retrouve dans un monde où il doit faciliter l'auto-organisation. Ça change les limites, ça change les façons de faire, ça change la délégation qu'on peut apporter à l'équipe. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent faire peur, surtout à une population. Alors, si je fais un peu un focus sur le management, qui n'a pas forcément le temps à consacrer à ça, parce que souvent ils sont noyés sur les différents périmètres qu'ils ont, à gérer les crises, les urgences, ils ont beaucoup de sujets à traiter, beaucoup à consolider, donc ils n'ont pas forcément le temps de consacrer du temps sur réfléchir leur façon de faire, etc. Et donc ils ont besoin d'être accompagnés. C'est là où on va pouvoir reparler des Scrum Masters, voire même des coachs agiles qui peuvent accompagner les organisations dans leur transformation. Toujours est-il que pour les managers, ce changement-là, il n'est pas évident. Donc, ils vont avoir besoin, nous, et quand ils se retrouvent dans cette position-là, avec des équipes qui sont agiles et eux qui ne sont pas acculturés, ils vont se retrouver à des moments où les équipes vont commencer à leur demander des choses dont ils n'ont pas l'habitude. On n'est pas efficace aujourd'hui, on a besoin d'aller voir telle équipe pour leur demander de changer tel process. Le manager qui n'a pas l'habitude de ce truc-là, je vais le prendre, je vais le traiter, mais du coup, il faut qu'il arrive à le prioriser correctement. Ou alors, il va juste dire, c'est pas comme ça qu'on bosse aujourd'hui, en plus, il faut voir avec le chef de cette équipe-là, c'est compliqué, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont limitantes un peu dans notre organisation, alors que dans la façon de donner le pouvoir aux équipes, la responsabilité dans une approche un peu plus agile, le servant leader, il est là. Vous avez besoin de changer un process avec une autre équipe. Expliquez-moi comment c'est. On va préparer ensemble le discours à tenir avec ces équipes-là parce que je sais que globalement, ça fonctionne comme ça dans notre organisation et eux aussi, ils ont des contraintes qui sont celles-là. On va aller les voir de manière construite et en fait, on accompagne l'équipe dans cette action de transformation pour pouvoir challenger la façon de faire. Et ça ira peut-être probablement pour le mieux. Peut-être qu'il faudra itérer plusieurs fois. Mais en tout cas, on a une posture différente qui n'est pas forcément évidente quand on n'a pas été acculturé à cette façon de faire.
Vas-y. Je vais ajouter. C'est vraiment cette idée que dans beaucoup d'organisations, l'organisation s'est imposée et elle est pas, enfin, c'est pas inné pour des gens de s'organiser, de travailler ensemble. Et vraiment tout le but de tous les outils qu'on peut avoir en agilité. Mais après, on peut le généraliser. C'est dans la logique organisationnelle d'entreprise. C'est pas propre à l'agilité. C'est vraiment comment rendre visible la prise de décision, les barrières entre équipes. C'est normal d'avoir des barrières entre équipes parce que chacun a son périmètre. Mais l'important, c'est de le rendre visible pour faciliter tout le fonctionnement de l'ensemble. Et on fait un focus en agilité dessus, mais c'est vrai, quelle que soit votre organisation d'entreprise, dans le fond. Alors du coup, ce qu'on peut voir comme d'autres chiffres, c'est que 57% des entreprises accompagnées par un Scrum Master constatent une meilleure adoption aux besoins des métiers, contre seulement 40% pour ceux où le rôle est absent. Il y a une citation que j'aime bien d'un collègue qui dit dans une logique produit, une équipe, elle a un produit qu'elle crée, qu'elle développe et qu'elle met en vente. Dans le cadre du Scrum Master, son produit, c'est l'équipe. Lui, il doit tout faire pour essayer d'optimiser, au sens positif du terme, le fonctionnement de l'équipe. Et donc, son travail est focalisé majoritairement sur l'humain, sur comment les aider à trouver leur process, comment les aider à... Et c'est important de dire à eux de trouver leur process. C'est pas à son travail à lui de créer des process pour eux. Parce qu'il peut créer tous les process qu'il veut. Si eux n'en voient pas l'intérêt, ça ne donnera rien. Donc vraiment, son focus, c'est l'équipe et l'humain. Et tous les humains sont différents les uns des autres. Donc chaque équipe sera différente les unes des autres. Et donc il y a un vrai travail d'adaptation du Scrum Master à son équipe, avec les forces et les faiblesses du Scrum Master. Donc forcément, quand on dédie un rôle pour s'intéresser à comment fonctionnent les interactions entre les personnes, assez logiquement, ça fonctionne mieux. Et chez vous, Damien ? Alors, au-delà de chez nous, mais ce que je constate, oui, en effet, c'est que l'équipe, en fait, elle est constituée naturellement d'un product owner, de quelqu'un qui est responsable du produit. Et cette personne, on essaye d'aller la chercher côté métier, naturellement. Après, ce que je constate dans l'exercice de la transformation à la BGPN, et j'imagine que c'est sensiblement pareil ailleurs, c'est que souvent les transformations sont initiées par les DSI, et on se retrouve en fait avec des experts fonctionnels qui sont côté DSI et qui font le taf. Si ça fonctionne bien, du coup, on a une adéquation aux besoins métiers avec une personne côté DSI qui est hyper bien branchée métier et qui va faire le taf. Et en fait, voilà, on a atteint notre objectif. Et le Scrum Master va déceler ça et il va laisser la chose telle qu'elle, quoi. Il va la valoriser potentiellement, ou il va faire en sorte que les choses vivent sous le radar parce que ça fonctionne bien comme ça et on va pas le changer. Mais dans d'autres moments où il va se rendre compte que le PO fait pas son taf, les priorisations sont pas bien faites, les gens sont pas contents du travail qui est fait par l'équipe, alors que l'équipe elle essaye de faire de son mieux. Et bien là, il va commencer à regarder. Est-ce que du coup, le référent fonctionnel, c'est la bonne personne, ou est-ce que du coup, il fait autre chose qui lui fait qu'il n'a pas le temps à consacrer à cette tâche-là. Et donc, du coup, quelles sont les bonnes personnes côté métier que l'on pourrait essayer de rapatrier, commencer à éduquer en tant que PO pour qu'ils puissent assister aux planifications, aux revues, aux affinages, etc. Tout ce qu'on veut mettre en place comme pratique pour rendre l'équipe efficace. Et donc, du coup, ça fait partie de sa zone de réflexion au Scrum Master, parce que du coup, j'aime bien décrire ça comme ça, il accompagne trois choses, il accompagne l'équipe doit être efficace, il accompagne l'organisation, donc c'est-à-dire que l'équipe doit correctement gérer ses dépendances et la façon dont elle travaille avec le reste de l'organisation, et elle accompagne le PO. Alors le PO fait partie de l'équipe, mais il y a quand même un pan très spécifique sur l'accompagnement du PO, parce que c'est l'adéquation aux besoins, c'est le fait qu'on apporte la bonne chose, qu'on apporte de la valeur à l'entreprise et à l'utilisateur. Je te coupe, désolé. C'était dans une précédente mission, dans une grande banque française. On avait un cadre où on avait une équipe de 6 développeurs de mémoire et le manager était aussi PO et partie prenante. C'était pas un cadre parfait, mais voilà. Et le sujet qu'on avait, en fait, c'est qu'il y avait une rupture entre le PO et l'équipe. Ils se parlaient pas ou peu, il y avait des incompréhensions entre eux. Et ils avaient tous envie de bien faire, mais clairement, on sentait que le dialogue était cassé. Et là, il y a plein de manières de faire. On pourrait remettre du cadre, reformer, etc. Là, on est parti sur quelque chose de plus simple. On a fait un atelier type World Café. C'est hyper facile à trouver en ligne si vous cherchez. Mais grosso modo, on met tout le monde autour de la table, on met un bâton de parole à dispo et chacun va s'exprimer sur ses ressentis. Donc, c'était faisable parce qu'on n'était pas à un niveau où les gens avaient envie de se taper dessus. Quand même, c'est important. Mais juste prendre le temps de remettre du dialogue
bah, ça a crevé l'abcès et après, ils ont pu avancer. Trouver les vrais problèmes parce que fondamentalement, s'ils avaient pu se parler, c'est qu'il y avait des sujets qu'ils n'osaient pas aborder, d'un côté comme de l'autre. Alors, on a pris le temps juste de se mettre autour de la table, hein, ça avait pris 1 heure. Bah, en 1 heure de temps, on a beaucoup plus avancé que les 3 semaines d'avant. Merci. Alors, si on fait un lien entre le passé et le présent, concrètement, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien entre un Scrum Master de 2015 et celui de 2025? Quelles sont les nouvelles demandes que l'on a aujourd'hui et qu'on n'avait pas il y a 5 ans, voire même il y a 10 ans? Alors, ce que je vois, moi, aujourd'hui, alors surtout en plus à la Poste, donc ça fait 10 ans que je suis à la Poste. Il y a 10 ans, quand je suis rentré en tant que développeur, on ne parlait pas d'agilité. Voilà, dans le périmètre où j'étais. Donc, ce que je constate, c'est quand même que l'organisation, globalement, elle a commencé à avoir plus de connaissances sur l'agilité. C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? À quoi ça répond? Les délits, les rétros, les sprint reviews. On connaît les noms, des fois on sait à peu près à quoi ça sert. Et parfois, il y a même des gens qui ont envie d'y aller. Donc, globalement, aujourd'hui, je trouve que l'embarquement des personnes est quand même un peu plus simple. Parce que du coup, bah, ils connaissent, ils sentent qu'il y a de l'appétence, il y a d'autres collègues qui y sont et qui trouvent ça intéressant. Donc, ça fait un peu peur, mais on a un peu envie d'y aller. A contrario, il y a quand même des biais. Genre, on va commencer à se dire, ah ouais, mais une planification, ça se passe comme ça. J'ai entendu parler des estimations, mais de toute façon, moi, ça sera en jour 1, mais ça sera pas autre chose. Enfin, voilà. Donc, il y a quand même des choses qui, quand même, persistent et qui rendent un peu difficile notre travail. Et aussi, je trouve que c'est assez intéressant, c'est que comme les gens commencent à connaître, quand on commence à avoir des comportements un peu toxiques, des positions qui sont pas saines, les gens vont plus naturellement se dire, mais ça, c'est pas normal. Enfin, on m'a inventé une méthode qui est plutôt bienveillante, etc. Je me sens pas bien. En plus, bah, on m'a mis un Scrum Master, donc du coup, je peux aller en parler avec mon Scrum Master. Mais donc, du coup, enfin, voilà, on arrive à déceler un peu plus facilement les signaux faibles de choses qui se passent pas bien. Ça, c'est déjà un truc que je trouve plutôt bien dans une organisation qui, globalement, commence à connaître un peu plus l'agilité. Ensuite, ce que je trouve qu'on va demander un peu plus au Scrum Master et au coach également, c'est d'avoir des pratiques un peu plus poussées, un peu plus innovantes. Les outils continuent à émerger, il y a des nouvelles techniques. Tu parlais du Lean Coffee, j'ai appris qu'il y avait le Bono Coffee aussi maintenant. Enfin voilà, il y a des choses qui évoluent en mélangeant des différentes pratiques. Enfin voilà, il y a plein d'expérimentations à faire. Et en fait, on voit que ça amène du dynamisme en fait autour de ça. Et donc du coup, notre posture d'agiliste, je veux dire de manière générale, c'est d'apporter en fait un dynamisme à l'organisation, détecter les endroits où ça fonctionne pas et puis essayer de les changer. Par exemple, nous, on a un problème aujourd'hui sur le product management autour d'un train où on a besoin que les gens prennent leur juste contribution avec des gens qui sont occupés, qui n'ont pas le temps de prendre N ateliers, etc. Donc, on essaye de mettre en place des communautés de pratique pour qu'ils viennent, pour qu'ils puissent s'entraider, pour qu'on puisse harmoniser les façons de faire. On va aussi les rencontrer un par un, on leur explique quand, on va être disponible pour faire. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et puis du coup, quand ça ne passe pas d'une façon, on va essayer un petit peu une autre différente. On va comprendre leur contexte pour se dire, en fait, ils ne sont pas prêts à faire comme ça, donc il faut faire différemment. Ensuite, ce que je trouve intéressant dans le nouveau monde du Scrum Master, c'est que la délégation est plus simple. Les organisations connaissent mieux l'agilité. Et ben, du coup, il y a certains développeurs qui peuvent animer des rétros, qui peuvent animer des icebreakers. Et tout de suite, ça rend l'exercice beaucoup plus sympa pour l'équipe. Parce que du coup, il y a un peu de la culture de l'équipe qui commence à apparaître dans les rétros et dans les icebreakers. Par exemple, là, je parlais avec un développeur hier. Et voilà, il anime des icebreakers. Il est fait sous format de quiz parce que c'est le truc qui lui plaît bien. Ça plaît bien à son équipe. Et du coup, bah, on rentre avec une vraie énergie dans une réunion. Et pour le coup, bah, après, les rétros se passent différemment puisque les gens sont dans un cadre qui est un peu plus sécurisant pour eux. Et enfin, dernier gros changement, je pense que le chef de projet agile, il commence à s'éloigner petit à petit. On a compris que le Scrum Master était là pour faciliter les choses et on va demander de moins en moins au chef de projet, en tout cas je le constate dans notre organisation, des rapports sur les budgets ou des POUIM sur l'allocation de ressources. Ça, c'est des choses qui commencent à changer, où on commence à comprendre qu'on peut vivre avec l'abstraction que nous proposent les sprints quand on est dans Scrum, ou Kanban, la notion de tickets, combien de tickets on a traités, etc. Parce qu'en gros, ça donne une vision plutôt honnête de ce qu'on a fait en termes de capacité. Et c'est OK, en fait, par rapport à ça. Et du coup, ouais, le Scrum Master, enfin moi, quand j'ai commencé à être Scrum Master, j'étais chef de projet agile presque. Et du coup, on commençait à me demander combien de budget tu as consommé dans ton truc. Bon, j'ai 7 développeurs, on bosse pendant 3 semaines, ça fait à peu près 40 000 euros. Ouais, voilà. Exactement. Et on m'a pas trop challengé là-dessus parce que j'avais un management qui m'aidait par rapport à ça. Et toi, Eric? Je suis
totalement d'accord avec ce que tu as dit. Hein. Il y a 10 ans, je formais des équipes qui ne connaissaient pas. C'était encore assez courant. Maintenant, c'est très rare les développeurs qui n'ont pas été dans une équipe agile. Donc, par contre, en contrepartie, même si la compréhension de l'agilité, c'est mieux répandu, on en trouve plus, il y a aussi plus de débunkage à faire. Parce que il y a beaucoup de pratiques qui ont été mal utilisées dans certains environnements par méconnaissance ou par facilité. Forcément, il faut débunker. Pourquoi on fait une rétrospective? Pourquoi on fait une review? Tout ce genre de choses. Clairement, il y a moins de demandes de métriques directement utilisables par un management parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas la valeur ajoutée du Scrum Master. On peut très bien avoir encore des chefs de projet dans certains environnements qui, eux, vont faire ce travail-là et qui ont une logique et une utilité. Mais c'est un métier différent. Et en deuxième, alors le très gros changement quand même des 5 dernières années, en deuxième, c'est quand même le télétravail, où forcément ma manière de travailler avec une équipe, quand j'étais 5 jours sur 5 avec eux au quotidien où on se côtoie, c'est pas la même chose quand il y a 2-3 jours, voire une équipe en full télétravail. Forcément, la manière de créer des liens dans l'équipe, une partie du métier de Scrum Master, c'est de créer un collectif. Créer un collectif quand il y a du télétravail, c'est pas du tout la même chose que quand il n'y en a pas. Se focaliser sur le travail d'équipe dans une période de télétravail, surtout un télétravail qui n'est pas venu de manière réfléchie, il s'est imposé. On n'a pas réfléchi nos manières de travailler en télétravail. On sait, le Covid est arrivé, et tout le monde à la maison, quoi, pour ceux qui pouvaient travailler à distance. Et donc il y a toute cette réflexion sur comment on organise une équipe en télétravail ou en hybride. C'est une vraie réflexion. Et ça fait partie du travail du Scrum Master de trouver des solutions ou d'aider l'équipe à trouver ces solutions pour travailler le plus efficacement en télétravail. Donc oui, en gros, c'est un ensemble de méthodes de travail et de communication qu'il fallait revoir, quoi. Ou faire évoluer plutôt. Complètement, oui. Alors, cela nous amène à une remise en question permanente du métier. Si on voit qu'en 10 ans, ça a tant évolué, alors en espérant qu'on n'aura pas d'autre Covid. La formation, elle est vraiment continue chez un Scrum Master? Alors, sur la remise en question, déjà, je pense que oui, il y a vraiment un truc. Alors, après, je vais dire un peu sur mon contexte, comment je l'ai ressenti. Le Scrum Master s'est passé du gentil organisateur au l'acteur du changement. Enfin, vraiment. Il y a eu ce changement-là où, en gros, on animait une équipe, on appliquait du Scrum, on faisait en sorte que les rétros fonctionnent. Parfois, on adaptait un petit peu les pratiques parce que par rapport au contexte c'était nécessaire. Quitte à ce qu'après, faut que les développeurs comprennent que dans d'autres contextes, c'est différent. Ou à d'autres moments aussi, ça peut être différent parce que telle ou personne change, etc. Bref, le Scrum Master devient un acteur du changement. C'est-à-dire qu'en gros, il doit être force de proposition sur comment son équipe travaille avec le reste de l'organisation. Quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'elle fournit, est-ce que c'est clair pour tout le monde, est-ce que les gens qui sont autour voient bien ce qu'elle fait, est-ce que les indicateurs sont clairs, est-ce qu'ils sont bien compris par les autres équipes, par le management. Enfin voilà, et lui, il est en proximité de l'équipe et il doit faire en sorte de passer tous ces messages-là à son équipe. Donc c'est quand même un gros taf. Et du coup, pour moi, il doit se former régulièrement sur cette partie-là. Alors, du coup, il va se former sur l'accompagnement pour l'orga, sur l'accompagnement de son équipe, sur l'accompagnement du PO. Vraiment, c'est ces trucs-là. Et donc, du coup, il y a des compétences, il y a des outils, il y a de la compréhension de comment est-ce que ça fonctionne, etc., sur lesquels il doit développer ses compétences. Par exemple, moi, en tant que Scrum Master, à un moment, je sentais que mon PO, sa vision n'était pas claire, il avait du mal à prioriser. J'ai commencé à faire de la veille, regarder un petit peu sur Internet, mes amis coachs, ce qu'ils publiaient sur LinkedIn ou sur d'autres sites, etc. Et je ne sais pas si je dois citer du coup d'autres lieux où on peut retrouver, mais voilà, l'idée c'est que, en gros, j'ai fini par trouver plusieurs outils, un Product Vision Board, un Lean Business Case, etc. Et je me suis dit, par rapport à la maturité de la personne que je côtoie, je pense que cet outil serait approprié. Et que je pense que la sortie de l'outil pourrait être intéressante par l'équipe. Et donc, du coup, on a fait l'exercice, la sortie était intéressante, on a retravaillé ça, puis après, on l'a présenté à l'équipe et on a commencé à le partager au reste de l'organisation pour que le reste de l'organisation comprenne bien ce que fait l'équipe et que l'équipe comprenne bien ce qu'elle fait, pour ne pas aller trop loin, pour bien apporter la bonne valeur. Et donc tout ça, on le fait pour rendre l'équipe efficace dans le système dans lequel elle s'ancre. Donc on commence aussi à avoir des approches systémiques quand on est Scrum Master. Oui, clairement, je ne vais pas surprendre grand monde en disant que je suis d'accord.
ce qui est aussi intéressant, c'est que on évolue en fonction de son parcours. C'est-à-dire que si je reprends le mien, je me suis intéressé à des sujets quand j'avais des problématiques chez mes différents clients, dans les différentes missions. Par exemple, en 2016 à peu près, quand est apparue toute la grande vague du product management, oui, c'était plutôt logique en tant que Scrum Master qui ait du temps de faire de la veille pour pouvoir ensuite aider les PO que j'avais à ce moment-là à monter en compétence sur ces sujets-là. Comment bien gérer son product backlog, comment faire du discovery. J'étais en position d'avoir le temps de rechercher pour eux, puis ensuite de me mettre en posture soit d'enseignant, soit de coach sur ces sujets-là. Mais après, c'est hyper large. Si je reprends ce PO qui était aussi partie prenante et manager d'équipe, à un moment, il a été demandeur de comment avoir la bonne position avec l'équipe en fonction de mon rôle. Et donc là, on a pris le temps tous les deux de monter en compétence sur le host leadership, qui est une manière de prendre des postures de manager en fonction de avec qui on parle, qu'est-ce qu'on attend d'eux, etc. Donc c'est vraiment très large. C'est autant aller faire des formations que de la veille, d'apprendre sur le tas. Et c'est ce qui fait la richesse d'un Scrum Master et ce qui fait aussi son unicité. Ce que j'ai vécu, ce que tu as vécu, c'est des expériences différentes et on amène des choses différentes. Ce qui fait qu'on ne résoudrait pas les problèmes de la même manière. Et donc, dans certains cas, tu serais plus adapté pour certaines équipes et d'autres, ça serait moi. Après, on serait peut-être adaptés tous les deux pour certaines équipes aussi. Je ne veux pas jeter la pierre. Mais... Et c'est tout l'intérêt en fait de ce métier. Moi, c'est ça que j'adore dans ce métier, c'est que d'une mission à l'autre, je fais quasiment jamais la même chose. Les bases sont là, mais après, on s'adapte tellement au contexte, tout en ne trahissant pas l'idée d'origine. C'est toute la difficulté. On doit s'adapter sans trahir les valeurs agiles qu'on amène en fait. Merci Eric. En fait, je voulais compléter en disant qu'il faut bien comprendre l'essence de ce pourquoi on fait les choses, pourquoi les pratiques elles sont appliquées. Parce qu'en gros, on fait un délit parce qu'on a besoin de revoir le plan, on a besoin de relever les alertes, on a besoin de donner la parole à des gens qui ne l'apprennent pas naturellement. Et si ces conditions-là, elles sont pas nécessaires, peut-être qu'on n'applique pas la pratique. Et ça, c'est valable pour tout. Inviter un manager à une rétro, il y en a, dans la pratique, on dit non, parce qu'en gros, on sait que ça peut fermer le dialogue, etc. Mais si le manager il prend sa juste place, ou qu'on a mis le cadre en tant que Scrum Master qui va bien pour dire le manager il est là, il va vous écouter, il a le droit d'intervenir, qu'un certain nombre. Enfin, moi, je suis très ludique aussi, j'aime bien mettre des petits jeux en place pour que le cadre il soit très palpable, voire avec des jetons, etc. Peu importe. Mais si on met en le bon cadre, on peut faire plein de choses avec ces pratiques. Toujours est-il qu'on doit servir l'essence de ce pourquoi on les a posés. Et après, on s'étonne que nos enfants disent qu'on n'arrête pas de jouer pendant notre travail. Après, on pourrait rajouter aussi qu'on est dans un monde digital qui est toujours en évolution rapide. Donc, même si le Scrum Master, dans son métier pur, il doit quand même s'adapter à son environnement. Donc, il est obligé, dans tous les cas, de suivre le rythme de notre technologie qui va très, très vite. Et du coup, en continuant, si on va un peu moins vite, mais si on se projette dans le futur, donc on va éviter de voir le 2030 parce que le 2030, c'est trop près. On va aller plutôt dans le 2040, voilà, dans 14 ans. Qu'est-ce que serait pour vous le Scrum Master en 2040 ? À part le fait que moi, je serai à la retraite. Alors, moi, je pense que c'est un rôle qui sera toujours nécessaire. Ce que je constate beaucoup, c'est que le Scrum Master, il a un peu, quand on ne connaît pas, on a tendance à se demander pourquoi est-ce qu'on va payer quelqu'un qui est improductif, il ne fait pas de dev, il ne fait pas de spec, pourquoi est-ce qu'on paye quelqu'un pour faire ce taf-là. Et en fait, quand on y a goûté, souvent, on aime bien en fait, d'avoir cette personne en proximité qui est responsable de l'efficacité d'équipe, qui va remonter les problèmes, qui va mouiller la chemise pour aller lever les obstacles, pour accompagner les gens, pour aller pas que dans l'équipe, mais également autour. Enfin voilà, il est vraiment un lubrifiant pour les organisations. Il va vraiment aider à faire en sorte que ça fonctionne mieux. Donc je pense que ça va évoluer. Enfin, on a déjà commencé à constater, on a parlé tout à l'heure de l'évolution du Scrum qu'on a constaté. Je pense que ça va se poursuivre. C'est-à-dire que les organisations vont être de plus en plus agiles, elles vont être de mieux en mieux connues. Donc on va devoir continuer à développer nos pratiques, notre expertise sur différents pans. Peut-être on commence déjà à avoir d'ailleurs des coachs, je pense, qui sont spécialisés dans le product management ou spécialisés en organisation, en transformation, ou qui ont plutôt des expertises d'accompagnement d'équipe pour mettre en place des agilités locales. Donc les Scrum Masters vont continuer à se développer comme ça. Ils vont développer leur seniorité sur certains pans et ils accompagneront des périmètres en fonction de ces expériences-là. Et ils devront chercher les pratiques qui sont adaptées aux problématiques qu'on rencontre les équipes pour qu'elles puissent continuer à être efficaces.
Et je pense que peut-être qu'il y aura un truc, parce qu'on voit déjà que le Scrum Master, il ne fait pas toujours du Scrum. Alors moi, je mettrais peut-être ma petite pièce. J'aime bien ce que Safe a apporté pour cette notion de team coach. Team coach, quelqu'un qui est là pour accompagner l'équipe, pour l'aider à grandir, pour être efficace, performante, en mouillant la chemise. Par contre, je ne voudrais pas que ce soit le mec qui reste sur le banc, ou alors dans le sens où il est dans le banc pour ne pas prendre la lumière. Parce qu'en gros, il est là pour aider, mais en gros, si jamais ça va mal, il est là, il va aider, et si jamais ça se passe bien, c'est quand même le résultat du collectif, et c'est pas lui qui a amené l'équipe à la victoire, parce qu'il n'était pas forcément sur le terrain. Alors, c'est toujours compliqué de se projeter, hein. Je ne suis pas de l'astrologie. Je pense que toutes les organisations qui ont trouvé de la valeur vont garder ce type de rôle. Est-ce que ça s'appellera Scrum Master, Agile Coach, changement d'organisation, je ne sais pas. Mais il sera présent, sous une manière ou une autre. Peut-être que ce sera toujours une personne dédiée par équipe, peut-être que ce sera une personne par environnement, mais une organisation qui a goûté au changement qui vient de la base, elle ne revient pas en arrière. Parce que déjà, c'est plus agréable pour tout le monde dans le travail, puisqu'on tout le monde se sent responsable de son travail, tout le monde se sent intéressé dans sa manière de faire. On perd le côté exécutant. Et ça, une fois que les devs, je prends les développeurs dans notre cas, mais c'est général, hein, une fois qu'on a goûté à une forme de liberté dans le travail, avec une vraie valorisation de son travail, on ne quitte pas la boîte pour une boîte où on devient un simple exécutant. Ça arrive peut-être pour le salaire, mais pas longtemps. Donc ça, clairement, le rôle ne disparaîtra pas. Après, les évolutions vont être très larges et vont vraiment dépendre des organisations. Je discutais avec une start-up française où, pour eux, le Scrum Master est un manager. Et donc, il a un rôle de management. Il discute des évolutions de carrière, de l'augmentation salariale. Et pour eux, ça fait partie de leur fonctionnement. Ils ont créé des garde-fous pour garder quand même cette proximité et cette vision organisationnelle. Mais dans leur logique, forcément, c'est un manager. Ça ne peut pas être autre chose. Et ça se défend. Et ça fait 2 ans que c'est en place chez eux, et pour le moment, ça tourne. Donc il y a vraiment... ça ne disparaîtra pas. Après, est-ce que ça sera un Scrum Master, un Team Coach, un Agile Master, ce que vous voulez. Et même, pour le coup, parce qu'on a quand même le sujet qu'on n'a pas évoqué, parce que ce n'est pas le thème, mais avec l'arrivée de l'IA qui va avoir un impact très fort sur les équipes et leur organisation, sur est-ce qu'on aura toujours des équipes de 7-8 devs alors qu'on sera peut-être à des équipes de 2, une personne qui est là et qui a du recul sur les pratiques, ça restera nécessaire. Je sais que moi, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le monde d'IT. Je suis née dans le monde d'IT. Et il y a 25 ans, l'agilité, ça n'existait pas. Non, le cycle en V était à fond. Et on commençait à faire du dev COBOL. Mais n'empêche que les métiers n'existaient pas. Donc peut-être que simplement, ça n'aura peut-être pas le même nom. Mais en tout cas, on a toujours eu besoin, même il y a 25 ans, d'avoir une personne qui nous aide à prendre du recul sur notre travail. Et ça ne s'appelait pas comme ça s'appelait un collègue bienveillant. Mais en soi, effectivement, quand on a commencé à goûter ce système d'organisationnel, c'est compliqué de retourner en arrière. Du coup, je me penche sur toi, Damien. J'ai une question bien particulière pour conclure ce webinaire et pour prouver que ça devrait encore être prouvé. D'ailleurs, on n'arrête pas d'en parler que le rôle du Scrum Master est essentiel quand même. N'empêche que, quel est le dernier problème qu'un Scrum Master t'a aidé à résoudre et que personne d'autre n'aurait pu te résoudre récemment? Alors, très très récemment, donc, on accompagne un train de grosse taille au sein de la BGPN là, qui s'est lancé il y a un an maintenant. Et donc, on a plein de problématiques un peu organisationnelles. Je parlais du product management notamment tout à l'heure, sur lequel on essaye de grimper en compétences, en uniformisation de façon de faire. Et en fait, là, les Scrum Masters nous ont aidés à mettre en place un outil qui est le WSJF, qui est un outil de priorisation sur lesquels nos product managers aujourd'hui ne sont pas du tout acculturés, mais sur lesquels on pense qu'il y aurait un gain à ce qu'ils l'utilisent pour prioriser de manière uniforme les différents sujets et que ça donne un score et que ce score supporte les discussions de priorisation. Et en fait, le Scrum Master, alors on ne l'a pas dit, mais moi j'ai vraiment une conviction sur sa proximité avec les équipes, le fait qu'il soit dans les équipes, c'est hyper important parce qu'il a un accès à la vérité. Enfin, je veux dire, quand on commence à prendre de la hauteur, on a une vérité
qui vient des signaux qu'on a, de ce qu'on voit sur le terrain, des indicateurs qu'on a. Mais on n'a pas la vérité, c'est-à-dire tous les petits échanges qu'il y a, est-ce que les gens sont sous l'eau, est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils dorment bien, enfin, plein de trucs qui peuvent impacter en fait les gens quand on va les solliciter pour leur demander de prendre de tester une nouvelle pratique. Et en fait, les Scrum Masters sont en capacité de se dire aujourd'hui c'est le bon moment pour tester cette nouvelle pratique. On est en difficulté par rapport à ça, donc on commence à avoir un sentiment d'urgence à changer. Les gens ils sont prêts à écouter parce qu'il y a tel événement. Alors du coup, ce qui est bien avec Safe, mais avec d'autres choses, c'est de fonctionner par trimestre. Donc on sait qu'on a des temps où on va être en phase de planification, on a des temps où on est en phase de travail, et il y a des moments où les product managers ils sont sous l'eau, et il y a des moments où ils sont à l'écoute. Donc c'est le moment pour lancer le WJF. Nos product managers différents sont à l'écoute, lançons les ateliers. Et donc, du coup, le Scrum Master, on va pouvoir discuter avec lui pour savoir comment est-ce qu'on peut l'aider, parce que parfois, il a besoin d'un peu d'expertise. Donc, du coup, on va soit profiter d'expertise d'autres Scrum Masters, soit de coachs, voire même de coachs externes pour pouvoir leur donner les éléments d'expérience qu'ils ont besoin pour pouvoir monter eux-mêmes en compétences. Et après, on va bosser avec eux pour lancer les ateliers au bon moment, avec les bonnes personnes et le bon engagement de ces personnes. Parce qu'il n'y a rien de pire que de lancer un atelier avec la meilleure idée du monde au mauvais moment, quand les gens ne sont pas à l'écoute, qu'ils sont sous l'eau, parce que du coup, on est sûr que ça ne va pas marcher, même si c'est la meilleure idée du monde. Et donc, du coup, les Scrum Masters nous aident avec ça. Excellent. Du coup, pour conclure ce webinaire, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce n'est pas forcément qu'un savoir-faire, hein, ce n'est pas un SM qui exécute un cadre de travail, un guide de 20 pages, mais plutôt qu'il a cette plus-value de savoir-être. Si je résume, il y a la partie enseignant, pédagogue, l'accompagnement, le sens d'adaptabilité, etc. Il va avoir aussi la partie facilitateur, où il est plutôt neutre dans l'organisation et l'écoute active de l'ensemble des personnes qui sont autour de lui. Il va avoir aussi cette image de mentor, parce qu'au début, il est forcément junior, mais au bout d'un moment, il va être expérimenté et accompagné de toute manière. Et vraiment, il va être un support et inspirant par rapport à ce cadre de travail. Il va avoir aussi cette vision coach, où il est toujours dans l'observation, l'encouragement, le questionnement. La partie agent du changement, il va avoir une vision, une influence, que suit ou pas d'ailleurs les autres, mais en tout cas, il va essayer de les emmener avec lui. Et il va être aussi éliminateur d'obstacles. On va essayer de trouver un mot en anglais, ça fera peut-être mieux. Justement, pour qu'il soit proactif et collaboratif, justement, pour aider à trouver toutes ces solutions. Sur ce, nous allons pouvoir clore le webinaire et voir si nous avons des questions en ligne. Merci Damien, merci Eric. Merci Sandrine. Alors, on a une première question d'Alix qui nous demande « Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant les équipes sont surtout drivées par les outils plus que par la méthode agile, ce qui peut souvent rendre les projets moins agiles ?» J'ai une bonne réponse à ça. Alors, effectivement, mon plombier vient avec une trousse à outils, mais jamais, moi, je prendrais sa trousse à outils en me disant que je suis plombier. Je pense que ça serait dangereux pour réparer une baignoire. Si je veux filer la métaphore, si tu n'as que des marteaux, tu fais que taper sur des clous. Oui. C'est un des sujets, en fait. Ce qu'on cherche dans l'agilité, c'est à essayer d'optimiser localement et aussi d'optimiser de manière globale. Et forcément, si on donne le même outil à tout le monde, avec les mêmes contraintes à tout le monde, on impose des choses aux équipes qui vont les limiter. La question qui est sous-jacente derrière, c'est comment on peut se sortir de ça. Donc, si on n'a pas le choix, qu'on doit utiliser un outil, je ne donnerai pas de nom, mais il y en a plein sur le marché, et que c'est imposé à tout le monde, il faut aussi prendre le recul de voir qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise. Et donc, à partir du moment où on est conscient que sur l'organisation, c'est positif, comment nous, en tant qu'équipe, on peut trouver des solutions pour s'adapter à l'outil. En agilité, à moins d'être une équipe totalement autonome sur un sujet totalement autonome, on ne peut pas choisir toujours nos outils. Donc, on doit aussi s'adapter au cadre. Et régulièrement, l'organisation ne peut pas être complètement agile. Ça n'existe quasiment pas des organisations purement agiles. Donc, oui, c'est limitant. Est-ce que c'est le focus sur lequel on doit se bloquer et pas avancer ? Si ça devient trop limitant pour l'équipe, c'est un sujet légitime à remonter à l'organisation. Sinon, c'est aussi à l'équipe d'accepter ses limites et de voir comment elle peut passer outre.
Après, on doit s'adapter au cadre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a une autre question de Nicolas. Damien parle de dev qui anime des cérémonies. Considère-t-il que le dev peut prendre le rôle de Scrum Master et faire tourner cette posture dans l'équipe malgré les qualités que vous avez décrites? Je pense que vu ce qu'on a décrit, les devs ne peuvent pas tout faire. Après, il y a quand même une notion aussi de candidat. Enfin, j'étais dev aussi à la base. J'étais sur des périmètres qui n'étaient pas agiles. J'ai animé des rétros, j'ai animé des délits, j'ai mis en place des planifications. Mais il y a un moment, mon métier de dev, il m'occupait aussi pas mal. Et je pense que Scrum Master, ça reste quand même un job qui occupe pas mal, surtout quand il y a des problématiques ou qu'on veut beaucoup acculturer une organisation. Donc, ça dépend de la maturité, ça dépend de l'organisation, ça dépend ce qu'on demande au Scrum Master. Si on lui demande juste la partie animation, peut-être ça peut être un rôle tournant, mais si on commence à aller chercher des choses en dehors de l'équipe, aller challenger un PO, aller challenger un directeur, revoir des KPI, etc., ça peut être compliqué pour une équipe juste de dev. J'irais même plus loin, je dirais que c'est compliqué d'avoir du recul sur son propre travail. Ça peut être sur des petits temps, voilà, j'anime une rétro, c'est sympa, mais si je devais animer toutes les rétros, ça deviendrait compliqué parce que du coup, je n'entre plus dans cette rétro. Et en fait, je reste l'animateur et pas celui dont le dev je suis, pouvoir donner mes retours. Je vais dire que je suis pas tout à fait d'accord. Oui, c'est forcément. Alors, ça complète ce que vous avez dit. Il y a une notion de maturité d'équipe. En fait, le but du Scrum Master tel qu'il est fini dans Scrum, c'est de s'assurer que les événements aient lieu et qu'on soit dans l'état d'esprit, qu'on cherche, qu'on soit vraiment dans la bonne logique. Donc, il n'est pas là pour animer. Il doit s'assurer que ça se passe bien et qu'on est dans la logique. Et le fond du fond d'un travail d'un Scrum Master, c'est de rendre l'équipe indépendante. Et donc, plus le temps passe et plus il va s'éloigner. Après, les organisations humaines sont ce qu'elles sont. Donc, je finis. Donc, à terme, dans l'idéal, il n'y a plus besoin de Scrum Master, l'équipe peut tourner toute seule. Mais voilà, les organisations et les humains étant ce qu'ils sont, de toute façon, une équipe va évoluer, des gens vont partir, des gens vont revenir, le périmètre va changer. Il y a toujours un moment où ça devient difficile, comme tu disais, d'avoir du recul. Et donc, que le Scrum Master soit encore là pour les aider à prendre du recul, banco. Par contre, est-ce qu'il a besoin d'être là à temps complet? Pas forcément. Est-ce qu'on a besoin de ne pas avoir un Scrum Master, mais d'avoir un coach agile qui vient tous les 2 mois, 3 mois, tous les ans? C'est valable aussi, en fait. Ça va dépendre du contexte. Réponse de coach, ça va dépendre du contexte. Mais il y a vraiment ce côté où, si l'équipe est motivée, si les devs ont envie, banco. Faut pas hésiter. Après, c'est pas créer une rétrospective, l'animer et en sortir quelque chose. C'est pas 10 minutes de préparation, 1 heure d'animation et 5 minutes de résumé. Hein. C'est préparer un atelier, c'est typiquement, moi, pour 1 heure de rétro, quand c'est un sujet qu'on veut vraiment aller jusqu'au bout, le faire correctement, c'est 2 heures, voire 3 heures de préparation, en comptant le débrief après. Ça peut être facile une demi-journée, en fait. Donc, c'est pas... on va pas économiser le temps plein du Scrum Master magiquement en donnant le rôle au dev. Ça a un coût. Mais si l'équipe est motivée et qu'ils ont envie d'essayer, banco, faut foncer parce que c'est génial pour une équipe d'apprendre à faire des rétros, d'apprendre à faire des ateliers. Ça leur donne un recul, une vision sur leur produit qui est incroyable. Et on a une question de Jérôme qui nous dit: ne constatez-vous pas dans vos expériences respectives que le Scrum Master prend de plus en plus un rôle de delivery manager, au sens où on se retourne plutôt vers lui pour s'assurer que l'équipe délivre? Alors, moi, je pense qu'on se tourne vers lui parce que c'est un peu la porte d'accès à l'équipe au bout d'un moment, quand il joue correctement son rôle. Parce qu'il va mettre en place des métriques, il va commencer à communiquer sur ces métriques. Donc, du coup, quand on veut avoir les métriques à jour ou qu'on ne les comprend pas, on va aller le voir. Et on le rend responsable de l'efficacité de l'équipe. Donc, on finit par aller le voir. Donc, après, ça dépend exactement de ce qu'on attend du delivery manager. Mais il accompagne l'équipe, il a la responsabilité de parler pour l'équipe et de parler en bien de son équipe. Mais voilà, faut qu'il parle bien de son équipe et donc c'est la personne qu'on va aller voir. Alors après, est-ce que c'est un delivery manager? Normalement, la responsabilité de faire la bonne chose, c'est plutôt côté PO, donc et de faire les choix de priorisation. Ouais, je vais être d'accord. Hein. C'est normalement quand on va avoir la vision du produit, c'est plutôt le PO qu'on va avoir plutôt que le Scrum Master.
si les rôles sont bien ancrés et bien répartis. Parce que là, on parle que du Scrum Master, mais le PO a toute sa place au sein de l'équipe. Et c'est justement ce joli couple SMPO qui fait que ça fait toute cette puissance d'équipe, et du coup, avec l'équipe de réalisation, qui fait toute cette puissance, en fait. En complément, il y a vraiment ce côté où c'est souvent des organisations qui cherchent encore à remettre un petit côté gestion de projet. Et ça va dépendre fondamentalement, on en revient à cette idée de ça dépend, mais de ce qu'ils attendent du delivery manager. Si c'est juste de dire des dates, bon bah voilà les prochaines livraisons et ce qu'on imagine être dedans, pourquoi pas. Enfin, si c'est chef de projet qui doit aller s'assurer que les gens ils aient bossé pour que ça rentre à telle date ou autre, oui clairement c'est un problème. Là, ça fait partie du rôle d'éducation du Scrum Master quand il a la marge de manœuvre. Toutes les organisations ne lui donnent pas cette marge de manœuvre pour faire évoluer l'organisation et d'expliquer que ce n'est pas son rôle. Et donc une question de Quentin maintenant. On a vu dans ces 5-10 dernières années de grands groupes investir beaucoup d'argent dans des transformations ou certifications agiles et derrière ne pas avoir eu des résultats sur cet investissement. En même temps, on a vu Scrum.org ajouter la responsabilité de l'efficacité de l'équipe pour le Scrum Master. Cela semble venir dans une période où on demande de mesurer et prouver l'impact du Scrum Master versus l'argent qu'il a coûté. Que pensez-vous de ce nouveau virage et comment aujourd'hui mesurez-vous vos impacts ? Cette question. Ça vous va, je commence. Il y a des gros débats dans la communauté sur cet ajout côté Scrum.org. Il y a des personnes qui ont dit enfin, c'est nécessaire d'obliger les coachs / Scrum Master de mouiller la chemise et de ne pas être en posture de recul. Et d'autres qui ont dit on a trahi 20 ans de fonctionnement de Scrum avec juste cet ajout. Donc il y a vraiment les deux. Moi, ça ne me choque pas que dans une organisation, une entreprise, elle a des objectifs à atteindre. Et donc, c'est plutôt logique qu'on cherche à savoir si quelqu'un est utile ou pas. Et c'est très compliqué de déterminer l'utilité d'un Scrum Master. Si on prenait les purs chiffres de production d'une équipe, forcément, c'est la première personne qui saute, il ne produit rien. Mais d'expérience, c'est pas toujours la personne la plus productive qu'il faut retirer d'une équipe quand on a une baisse, parce que la personne qui va créer du lien, alors ça peut être le Scrum Master, mais ça peut être quelqu'un d'autre, la personne qui crée le lien, qui crée la cohésion d'équipe, peut avoir une productivité vraiment pas très élevée, mais le jour où vous la retirez, c'est toute la productivité de l'équipe qui s'écroule. Donc, moi, de mon point de vue, c'est pas déconnant d'avoir ajouté ça parce que j'ai vu beaucoup d'organisations où le Scrum Master était trop en retrait en mode moi j'ai dit ce qu'il fallait à l'équipe et si elle produit pas, c'est pas mon problème. Et sur le papier, c'est pas incohérent, mais dans les faits, à la fin, l'équipe ne produit pas, quoi. Donc c'est normal qu'il y ait un attendu pour le Scrum Master. C'est vraiment mon point de vue. Et comme je disais, il y en a plein qui ne seront pas d'accord. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, dans le sens où c'est plus concret et plus visible, et donc c'est plus facile pour un manager ou une organisation de s'engager. Dire, ok, il a un engagement de réussite à sa manière. Après, on pourra définir ce qui est réussite. Ça sera un webinaire en tant que tel. Mais c'est plus facile de s'engager et d'avoir une réflexion là-dessus. Demain, moi, je suis décideur. Embaucher quelqu'un sur une durée indéterminée pour potentiellement améliorer la durée de l'équipe, j'ai plus de difficultés que quelqu'un qui me dit moi je vais mettre en place telle méthode et je m'engage à ce qu'ils aient en 3 mois 2 fois plus de production. Je suis décideur, c'est peut-être optimiste, mais je partirais peut-être plus sur la deuxième option que la première. Après, sur le long terme, les deux ont leur intérêt, quoi. Je ne suis pas sûr de répondre complètement à la question, mais elle est vaste et pas simple. Non, elle est compliquée. Ouais, elle est vaste. Trouver un ROI sur une personne, on va clôturer. On vous souhaite une bonne journée.